to stay. Bonjour et bienvenue dans Beyond Boards, un podcast consacré à la culture du skateboard depuis ses débuts dans les piscines vides de Californie des années 70 jusqu'à sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Après avoir discuté la semaine dernière avec Nestor Judkins de son association Salad Days of Skateboarding, je m'entretiens aujourd'hui avec Romy Bertrand. Après presque 2 décennies passées aux États-Unis à travailler dans l'industrie du skate pour des groupes et des marques emblématiques comme Dwindle, Girl, Le BRX et Element, elle a récemment posé ses valises à Bordeaux et a fondé sa propre structure, The Good Agency. Riche de sa longue expérience, elle y propose ses précieux conseils et accompagne entre autres des skateurs et skateuses de talent tels que Jarné Verbruggen et Maïté Stenhout à travers leur choix de carrière. Voici donc mon échange avec Romy, bonne écoute à toutes et tous. Ouais, si ça te va, je te propose peut-être qu'on commence par une présentation un peu brève. Si tu peux me raconter justement où tu as grandi, peut-être, à quel âge tu as commencé à faire du skate, etc. Un peu comment est-ce que toute ton aventure a démarré avec le skate? Je suis née, j'ai grandi dans un petit village à côté de Auxerre en Bourgogne. Oui. À l'époque où, ouais. Tu parlais de la Bourgogne, compliqué. Ouais. Giroud, tout ça. Donc une famille qui sont beaucoup dans le Tour de France, le vélo et le foot, très sportive, mais alors que des sports qui, moi... t'intéressent moyennement. Vraiment, ouais, donc même pas du tout. Donc j'ai grandi là-bas, dans pleine campagne, et où c'était donc grosse communauté, enfin voilà, tout le monde faisait du foot, etc. Moi, à cette époque-là, j'ai toujours été un peu solitaire, j'avais pas mon crew de copines, etc. J'avais 2 copains garçons avec qui je passais tous mes week-ends à faire des cabanes dans les forêts, faire des soirées, à regarder des films, des jeux vidéo, voilà, c'était plus ce genre d'enfance que j'ai eu. Donc j'étais pas forcément garçon manqué parce que je faisais de la danse classique, beaucoup d'équitation, du ski, du motocross, beaucoup avec mon père, donc j'avais un peu cet équilibre de tout ça. D'accord. Je crois que mon père aurait voulu avoir un garçon vu tous les sports qu'il me faisait faire, mais voilà, et donc j'ai passé une enfance en campagne assez décalée en fait par rapport à les filles de mon âge finalement, mais je me retrouvais bien. J'étais toujours entre mes dessins, mes bouquins, mes 2 copains garçons, les jeux vidéo, commençais à faire du BMX un peu aussi, Okay. parce qu'après le motocross, après quelques grosses chutes qui font mal, je me suis dit que le vélo serait peut-être plus rigolo, donc on commençait à faire un peu du BMX, etc. Et en fait, le skate, j'ai découvert par la musique, principalement, avec les Beastie Boys, j'ai toujours été super fan d'eux. Parce qu'il y avait du skate dans un de leurs clips ou quelque chose comme ça? Ouais. Okay. Et il y a du skate dans leur clip. Et puis, en fait, c'est par le biais de les découvrir. J'allais pas mal à Londres. Mes parents m'envoyaient à Londres pour apprendre l'anglais, mais je passais plus de temps dans les pubs, dans les clubs, vraiment qu'à l'école. Ouais. Mais du coup, ouais, j'ai un peu découvert toute cette culture punk et skate en même temps. Donc, j'étais assez jeune. J'avais peut-être 12, 13, 14 ans par là. Okay. Mais j'ai jamais vu Je voyais les skateurs, j'en ai vu un peu à Londres et j'en voyais à la télé, dans les clips, des trucs comme ça, mais j'en voyais pas vraiment en France et j'en ai vu une fois au lycée et j'étais là, il y en a un et on est devenus copains, mais c'était un gamin qui passait beaucoup de temps, enfin un gamin qui est un peu plus vieux que moi sûrement aujourd'hui, mais voilà, qui passait beaucoup de temps aux États-Unis et tout et qui l'avait un peu ramené. Et tout de suite, en fin de compte, ça a un peu matérialisé le fait que c'était pas quelque chose que les Anglais ou les Américains faisaient, en fait, c'est quelque chose qui pouvait être en France. Oui. Et comme à l'époque, on était très peu à s'y intéresser, de fil en aiguille, tu en connaissais un, tu connaissais les 5 de la ville, c'était ça. Donc j'ai dû commencer assez jeune, vers 15-16 ans, D'accord. mais vraiment très progressivement, et c'était très compliqué même de trouver du matos, etc. Enfin, c'était compliqué. Donc là, pour le coup, quand on me regardait avec un skate en tant que fille, c'était pas le fait d'être une fille avec un skate qui les gênait, c'était juste d'avoir un skate. C'est le skate tout court, ouais. Voilà, ouais. Et puis le look est venu avec. Je passais de plus en plus de temps
Je m'échappais, ma mère, si elle écoute ça, elle va me tuer, mais je m'échappais souvent les week-ends et je partais à Londres toute seule. Donc j'ai découvert en fait toute cette scène plus à Londres qu'en France. Et puis en fait, de fil en aiguille, je me suis mise dedans et les crews se construisaient un petit peu plus aussi, tu vois. Mais enfin, on était vraiment peu, on était 5, 6. Enfin, si on était 10 dans une ville, c'était énorme. Et ce qui était cool à l'époque, c'est qu'on était si peu nombreux que chacun, en fait, dans chaque ville où tu te baladais, tu trouvais les skateurs et tu avais des potes en fait. C'est beaucoup moins maintenant parce qu'il y en a tellement plus. Mais à l'époque, c'était pas des crews dans une ville, c'était un crew et c'était tout. Quoi. C'était le crew. Le crew, ouais, il y en avait qu'un. Et bref, j'ai commencé comme ça en fin de compte. D'accord. Par les copains et j'ai vu 2-3 filles qui se sont mis avec moi. Je pense pas qu'elles en fassent depuis, mais voilà, c'est devenu notre. Donc au-delà du skate, c'était vraiment devenu nos soirées, la musique qu'on écoutait, la façon de nous habiller. Enfin, c'était. Ouais. Même si on était tous dans des milieux un peu différents, moi je faisais des écoles d'histoire de d'art, etc. On savait, c'est vraiment le truc qui nous retrouvait tous, quoi. Et voilà, et en fait, pour ça, c'était un peu une passion où mes parents me voyaient se balader. J'étais un peu la nomade, je restais jamais vraiment dans les parages. Mais ils savaient pas trop mon affinité avec ça. D'accord. Et tu le partageais pas trop avec eux? Non, mais c'est compliqué. Les gens, je te parle de ça, c'était en 95. Hein, ouais. Je me dis, c'était les belles années de la JA, etc. Dans ma ville, toutes les filles de mon époque étaient prédestinées à se marier avec un footeux ou, tu vois, ce genre de truc, quoi. Ouais. C'est triste. Maintenant que j'y pense. Mais tu reviens de loin. Mais ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est étrange. Hein, et je me suis toujours sentie en décalage par rapport à la ville ou les gens autour de moi. Et quand j'étais quelqu'un qui était vachement même un peu timide de mon côté et tout. Et c'est par le biais de cette culture où je me suis vraiment développée et ouverte aux autres et vraiment affirmé ma personnalité que je pensais qui était vachement éteinte le reste du temps avec, je vais dire, les gens lambda, quoi. Enfin, oui. Les gens qui n'étaient pas en tout cas, dans l'univers dans lequel tu évoluais depuis ta naissance, quoi. C'est ça, voilà. Et ouais, donc mes parents ne savaient pas. Et du coup, un jour, ma mère m'a appelée en me disant j'en ai marre, tu fous rien. D'ailleurs, cette petite histoire, c'est que je revenais d'un contest de skate. On avait fait un contest de skate et en fait, on avait fait toutes les villes, on avait skaté un peu partout, etc. Et je suis rentrée chez moi au bout de 2-3 semaines dans mon appartement. J'étais à Dijon à l'époque. Et ouais, j'avais genre 15 messages de ma mère qui me disaient bon, j'en ai marre, tu fais rien, rappelle-moi. Et donc, au bout du 15e message où elle est juste en furie totale parce qu'elle me trouve pas, on n'avait pas les portables ni rien à l'époque, hein. Oui. C'était un autre monde. Et elle m'annonce qu'en fait, fallait absolument que je rentre à Paris le plus vite possible parce que je partais en tant que jeune fille au pair en Californie, genre 3 jours après. Je me suis dit, ah, mais ma mère, elle craque, qu'est-ce qu'elle raconte encore ? Et en fait, oui, elle m'avait inscrite à mon insu dans une agence de jeunes filles au pair. Et contre toute attente, le dossier était passé rapidement et j'ai eu beaucoup de chance. Je partais en Californie, en fin de compte. Donc à l'époque, c'était en 95. Donc San Francisco, la Mecca du skate, je connaissais tout ce que j'avais vu dans les magazines, les vidéos et tout. Je suis là, oh là là, mais c'est tellement bien. Bah ouais. Ma mère n'avait aucune idée d'où elle m'envoyait. Je voulais pas lui dire que j'étais contente de partir parce que j'avais beaucoup de fierté. Je ronchonnais un peu. Ouais, qu'est-ce que tu m'as fait ? C'est nul. Tu m'as imposé ce choix, quoi. Tu m'imposes de partir en Californie, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin voilà. Donc je faisais genre un peu la gueule, mais en fait je bouillonnais à l'intérieur, j'étais tellement contente de partir. Et je l'avais annoncé à mes copains skateurs qui ne m'ont pas cru. Et finalement, 3 jours plus tard, je disais bon bah les gars, je vous dis à dans un an, parce que là, je leur ai paru beaucoup plus intéressante d'un seul coup, parce que j'étais plus la petite Romy qui les suivait partout, un peu relou avec son skate. Et là, j'étais devenue Romy qui partait à Californie. Là, du coup... Genre, ciao les gars, je me barre en Californie. C'est ça, restez à Dijon, moi je me casse. Et c'est comme ça que je suis arrivée en Californie, en fin de compte, en 95. Et donc, t'avais quel âge quand t'es arrivée ? T'étais encore mineur ? Non, j'avais 19 par là. D'accord. J'avais 19 ans, je crois. Ok. Ouais, dans ces zones-là. Mais t'étais pas encore... tu pouvais pas encore boire aux États-Unis, par exemple ? T'avais pas encore 21 ans ? Non. D'accord. Non. C'est pour ça que je sais que j'avais pas 21 ans. Donc j'avais 19 ans par là. D'accord. Et non, je pouvais pas boire. Bon, c'est pas extrêmement un problème. Il y avait toujours des moyens de se débrouiller. Il y a toujours des moyens, des passerelles. Oui. Ouais, puis bizarrement, l'alcool est interdit, mais les drogues, bon. Oui, ça, on peut y aller. Ça se trouve à tous les âges. Ouais, c'est bizarre, c'est aucun problème. Ouais. Non. Donc j'ai passé déjà une première semaine à New York et j'ai fait ce que faisaient tous les skateurs à l'époque. Un copain skateur qui a vécu à New York, un copain français, m'avait dit tu vas à ce shop qui s'appelle PSY. D'accord. Qui était pas loin. Il n'existe plus maintenant. Ouais, je le connais mais pas. Il était pas loin de Lafayette à l'époque et pas loin de Suprême après. Ouais. Et bref, je suis allée et voilà, je suis remis, je viens d'arriver, je suis là pour une semaine avant de partir en Californie. Oh, trop bien, trop cool. J'ai passé une semaine à New York avec mes nouveaux potes.
Et j'ai acheté mon premier skate là-bas, etc. Et c'était parti. Ensuite, je suis arrivée en Californie et c'est comme ça que je suis arrivée là-bas et que j'allais régulièrement à Embarcadero et tout. J'avais mes copains. Oui, parce qu'en plus, c'était encore en 95, c'était encore l'époque où l'Embarcadero bouillonnait à fond, ou est-ce que c'était déjà fini? À fond. Ouais, ok. Non, c'était à fond. Il y avait tout le monde là-bas. Alors évidemment, je les regardais de loin, je me faisais beaucoup trop peur. Il n'était pas question de les approcher ou d'aller leur parler, ça c'était juste un peu ça. C'était mort, j'aurais dû, parce que des années après, j'en ai connu quelques-uns, mais... Ouais. Et non, puis c'était assez violent. Ça devait être intimidant, j'imagine, à l'époque, ouais. Ouais, c'était hyper intimidant. Surtout jeune fille française de 19 ans qui débarque, enfin fille ou garçon, peu importe, moi j'aurais été terrifié, je pense. Oui. Non, je la regardais de loin. Mais je me voyais prendre je prenais le train, comment il s'appelait celui-là, le car train qui allait là-bas, et j'y allais des fois juste pour aller au spot et les regarder et voir comment ils skataient et voir ce qu'ils faisaient. À l'époque, j'aurais un téléphone, j'aurais fait des photos Insta, tu vois, j'aurais bragué pour tout le monde, mais non, je faisais mon petit truc, et puis voilà, après j'avais un petit crew skater, j'étais pas mal sur Saint-José aussi, qui était pas loin, donc j'avais pas mal de copains skateurs, de crew là-bas. Donc c'est comme ça qu'un peu toute l'histoire a continué en soi, mais c'est vraiment développé parce que autant en France, être une fille avec un skate, le fait d'avoir un skate était particulier, mais là-bas, ils trouvaient ça trop cool, quoi, d'avoir une fille française qui venait et qui skatait avec eux. J'ai toujours été accueillie super bien par tout le monde. Ah oui, toujours. Ça n'a jamais été doux, ce que je te disais tout à l'heure. Le fait d'avoir été une fille ne m'a posé aucun problème. Ils trouvaient ça juste trop rigolo, quoi. Après, il n'y avait pas de drague, il n'y avait pas tout ça, parce que c'était pas l'attitude que j'avais non plus avec eux, donc ça passait bien. Et ouais, je me suis fait des amitiés déjà à cette époque qui durent encore aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est génial. C'est comme ça que je suis arrivée. Ouais, c'était vraiment cool. Et du coup, t'étais au pair là-bas, c'est ça? Pendant cette première année sur place? Ouais. Ok. Ouais, j'étais jeune fille au pair. J'ai eu une chance incroyable. Ouais. La mère était française, le père était anglais. Ok. Ils étaient tous les deux... chirurgien, elle était head of the emergency room, donc super haut placé, et lui il était médecin à Stanford, à l'université, à l'hôpital, donc des gros calibres. Ils étaient hyper sympas, ils fumaient énormément de weed, et pour la petite histoire, non seulement je gardais leur fille, mais je m'occupais aussi des plants de weed qui poussaient dans la maison. Ah ouais. Donc j'avais double emploi. Incroyable. Mais alors d'une manière complètement pas légal à l'époque, hein. Encore une fois, ces années 90, ça va pas être encore légalisé. Pas encore autorisé comme ça l'est aujourd'hui, ouais. Non, mais vu la baraque et le fait que les deux soient chirurgiens, autant te dire, c'était... Mais c'était une norme en plus, hein, tout le monde énormément de gens le faisaient, donc... Ouais, ils étaient super, et j'avais des horaires hyper pratiques où souvent je travaillais on call, donc je pouvais rester à la maison ou pas loin, et dès que eux ils avaient un appel, boum, je rentrais à la maison pour m'occuper de la petite, donc j'étais vachement libre de skater, et j'allais un petit peu l'équivalent du lycée là-bas, mais c'était plus pour y faire des rencontres, parce que c'était le niveau scolaire est vachement en arrière. C'est ça, c'est ça que j'avais pas compris, c'est si tu étais scolarisé quand tu étais au pair, ou est-ce que tu faisais ça à plein temps? En fait, tu le fais à plein temps, mais je crois que c'est une question de visa ou quelque chose comme ça, ou peut-être histoire de pas... c'est très français, c'était peut-être histoire de pas perdre pendant tes études. D'accord. Moi, j'avais déjà mis mes études derrière moi depuis bien longtemps, je faisais absolument pas de ce que je voulais en études, donc non, je l'avais fait juste... Je crois que j'avais pris les cours d'histoire de l'art, et je crois que j'avais dû apprendre ce que je savais quand j'avais 10-12 ans, donc d'accord. J'ai pas trop suivi les cours. Mais j'ai fini par donner des cours de français, par contre, donc ça, c'était rigolo. Ah ouais, ok. Mais ouais, aussi. Ok. Très compliqué. Et alors, comment est-ce que le skate est devenu un boulot? Est-ce que c'est arrivé tout de suite après cette expérience et puis d'ailleurs, peut-être avant de parler de ça, est-ce que tu es revenu en France avant de retourner là-bas, ou est-ce que, en gros, dès cette expérience de au pair, tu t'es installé en Californie? Alors, les deux, en fait. J'ai eu un truc assez particulier, donc comme j'étais quelqu'un qui a toujours été un peu en décalage et jamais vraiment senti dans la norme en France. Voilà, j'étais pas la fille lambda, je m'habillais pas comme tout le monde, j'avais les cheveux des couleurs pas possibles, j'étais à fond dans le punk assez jeune, et puis après dans le hip hop et tout, des trucs qui étaient pas du tout dans
en marge avec mon environnement. Je passais beaucoup de temps à Londres, à Paris, et j'étais très peu dans ma ville. Mais en plus, je le faisais seule, tu vois, c'est pas... Donc, j'étais un peu en décalage, et bizarrement, quand je suis arrivée aux États-Unis, je pourrais pas l'expliquer, mais je me suis sentie extrêmement bien. Je suis arrivée à New York, j'avais pas peur. Je suis allée au skate shop, j'avais pas peur. Les mecs étaient, enfin, tu vois, ils étaient hyper accueillants et tout. Et donc, j'ai vraiment pris confiance en moi là-bas. Et je me suis dit, en fait, il n'y a pas moyen, je retourne pas en France, c'est pas possible. T'avais trouvé ton univers, quoi. Ouais, vraiment. J'étais bien. J'arrivais très mal à l'expliquer, mais j'étais juste vraiment bien. Tout me correspondait, et sans... même si j'étais un peu choquée, tu vois, les premiers jours... j'avais gardé en contact les autres jeunes filles qui étaient dans d'autres villes, etc., qui me disaient leurs parents leur manquaient, ou la France leur manquait. Moi, j'avais aucun manque, mais zéro. C'était même flippant, hein, même pour mes parents. Je te donnais pas de nouvelles pendant des semaines. J'étais bien, je faisais mon truc, j'étais bien. Et donc, du coup, j'ai décidé très rapidement qu'il n'était pas question de rentrer en France. J'ai commencé à faire du snowboard beaucoup à l'époque aussi. Okay. On n'en a pas trop parlé, mais c'était un peu mon sport de prédilection. Et en fait, j'ai commencé à en faire en Californie. Et comme à l'époque, on était peu de filles, qu'apparemment, j'étais pas trop mauvaise. J'ai jamais été très bonne. Hein. Je suis nulle en skate et je suis pas hyper bonne en snow. Mais bon, apparemment, j'avais assez de niveau pour qu'on me propose de me donner du matos à l'époque. Ah ouais, ok. Et cool. ouais. Et là, en fait, ça a été révélation. Je fais non, mais là, je vais rentrer en France, c'est mort. Je vais jamais pouvoir faire de skate, je vais pas pouvoir faire de snow. Ça va être compliqué. Et donc, j'ai fait le truc très con de marier avec un copain pour pouvoir avoir ma green card. Et donc, l'idée, c'était, on était allé au lac Tahoe 2-3 fois. J'ai découvert la région du lac Tahoe à l'époque. Et pareil, j'étais là, c'est pas question de revenir en France. Je veux absolument rester là, entre San Francisco et le lac Tahoe. C'est là, c'est tellement beau. Et puis on pouvait tous faire du snow. En France, c'était encore compliqué à l'époque et il n'y avait pas de tire-face. Point hyper important pour moi, je déteste les tire-face, mais d'une force, je comprends pas le concept. Et donc c'est vrai que c'est un peu bizarre quand tu y penses. Ouais, puis je me suis fait un genou il y a pas longtemps en tire-face, tu vois, comme quoi j'avais raison. C'est vraiment le diable. Et donc en fait, j'avais décidé, on était allés ensemble avec ce garçon et on s'était dit mais il faut absolument qu'on vienne passer un hiver ici en saison parce que c'est juste trop bien. Lui aussi faisait beaucoup de skate, il y avait quelques skateparks. Donc vraiment quand tu aimais le skate et le snow, le lac Tahoe c'était parfait quoi. Il y avait vraiment tout c'est paradis à l'époque. Il y avait les casinos, enfin t'as le côté Californie, tu pouvais fumer de la weed, et t'avais les casinos qui ne fermaient jamais, où tu pouvais boire toute la nuit, enfin c'était le paradis et l'enfer dans la même ville finalement. Et donc voilà, donc je suis rentrée en France, et ma mère avait déjà prévu où est-ce que j'allais continuer mes études, etc. Alors par contre, il y a un petit truc que je dois t'avouer, c'est que là j'ai un billet de retour, j'ai un job qui m'attend, parce que j'avais déjà postulé à des postes pour bosser à cette station qui était au sud du lac, South Lake Tahoe. D'accord. Et donc voilà, j'ai annoncé à ma mère que je rentrais en France pour faire ma valise un peu plus, mais je repartais direct en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé en fait pendant les 4 premières années, en fin de compte, j'ai continué à faire du skate, etc. Mais j'ai fait beaucoup plus, j'étais plus impliquée dans le snowboard. D'accord. C'était mon job en fait, j'en faisais tous les jours et en même temps, en parallèle, je bossais à la station pour pouvoir payer le loyer, etc. Mais j'avais la chance d'avoir eu des gens hyper gentils qui me filaient tout le matos dont j'avais besoin. Donc au départ, c'était Burton. Et après, c'était Sean Palmer, qui était devenu un pote à moi et qui un jour m'a jeté tout mon matos. Elle l'a remplacé par sa marque. D'accord. Donc j'ai pas eu le choix. Apparemment, j'étais dans l'équipe. Un jour, un matin, c'était comme ça. Après, là, c'est encore... c'était donc j'ai passé 4 ans au lac Tahoe avec eux et c'était... c'est un autre podcast, mais c'était très, très cool. Mais j'ai toujours gardé le lien avec le skate. Il y avait, de par ce que j'en faisais, les gens autour de moi, etc. Et comme le lac Tahoe, c'était devenu, comme je te disais, c'était l'enfer et le paradis dans la même ville, il y avait un moment ou un autre où je me suis fait... Mes 2 genoux avaient été vraiment, vraiment meurtris par trop de chutes. J'ai eu plein j'ai eu plein de chutes qui ont fait que mon corps ne suivait plus. J'arrivais plus à faire du snow aussi bien qu'avant. J'ai eu plein de traumas crâniens, etc. Et donc j'ai décidé de tout arrêter. J'ai quitté, mais je voulais rester en Californie. Et j'avais un copain à moi que je connaissais du lac Tahoe qui était parti dans la région de Los Angeles et qui me disait mais barre-toi vite, si tu restes, tu vas finir comme tout le monde, drogué, faire du snow jusqu'à la fin de ta vie. D'accord. C'est pour un autre podcast, je te dis celui-là.
Et donc voilà, je suis arrivée à LA en fait, donc par le biais de connaissances, encore une fois. Donc là, dans ta jeune vingtaine, quoi, 22, 23 ans par là? Ouais, j'étais encore assez jeune et bon, j'ai eu la chance, voilà, encore une fois, quoi, c'est ce qui fait que j'ai pu rester. J'ai tout de suite rencontré des amis d'amis qui forcément me considéraient comme une amie, parce que c'est un peu la culture qui fait ça là-bas. Et je suis arrivée à LA, j'avais $50 dans la poche, c'était chaud, mais une voiture. Voilà, c'est important, j'avais ma voiture. Et donc j'ai commencé à bosser, j'ai commencé à me reconnecter aussi avec les skateurs de la ville, mais pas que, j'avais plein d'amis dans des milieux différents. Mais ça se fait naturellement en fin de compte, hein, ça se retrouve toujours un peu dans la culture. Et je fais pas mal de jobs dans l'industrie du film là-bas au début, et puis j'ai commencé à bosser dans les skate shops, parce que c'était... Voilà, oui, je crois que tu m'en avais parlé rapidement l'autre jour, Ouais. ça, ouais. Ouais, et ça, là, par ce biais-là, autant te dire, à cette époque-là, tu rencontrais tout le monde, Oui. enfin, Oui. tous les skateurs connus, etc. En plus, c'était sur Melrose Avenue, et c'était à l'époque, c'est là dans la même rue, il y a Brooklyn Project aussi, qui est un des plus anciens skate shops là-bas aussi. Ok. Et donc c'était cool, c'était un peu la méca. Et donc par ce biais-là, j'ai commencé à vraiment, là pour le coup, commencer à être vraiment dans ce qu'on appelle plus l'industrie. C'est-à-dire la plupart de mes amis, soit ils bossaient dans le truc, soit ils étaient skateurs pros, soit amateurs, mais filmeurs, vidéographeurs et tout. Donc en fait, j'évoluais, tous les gens autour de moi avaient un lien de près ou de loin dans le skate. Et voilà, moi j'étais bien dans mon petit skate shop, enfin je bossais au skate shop et à côté je bossais dans le cinéma aussi, donc j'étais plutôt bien. Et puis un soir, c'est vrai que beaucoup de mes soirées, je les passais avec des skateurs qui sont maintenant très connus ou qui étaient déjà connus à l'époque. C'était la belle époque des Peace Drunk, etc., de Big Brother. Ouais. C'était un peu mon entourage de l'époque. Mm-hmm. Pareil, c'est un autre podcast, mais c'était mon entourage de l'époque. Et un soir, voilà, je rencontre des gens et il y a ce mec qui s'appelle Rob Valerio. Je sais pas, on a commencé à parler de la France, du skate et tout, et il me dit, mais viens, tu devrais venir bosser pour nous et tout. Je sais pas, tu fais quoi toi? Il fait, je suis le président de Dwindle. Et je suis là, ah cool, ouais, mais je sais pas ce que je peux faire. Il fait, mais tu sais quoi? Je t'aime bien, t'es cool, tu parles français, tu parles super bien anglais, on va bien te trouver un truc à faire. Je te rappelle la semaine prochaine et voilà. Et il l'a fait. La semaine d'après, il m'appelle, il fait écoute, j'ai pas un poste super, mais j'ai un poste de secrétaire, enfin de réceptionniste pour toi si tu veux. Mais voilà, chez nous, la réceptionniste, voilà, elle coordonne pas mal de trucs. Assez polyvalente. Ouais, super polyvalent. Moi, à l'époque, je me faisais un peu d'argent entre le skate shop, le film et tout. Moi, répondre au téléphone, t'es mignon, mais ça me vend pas trop du rêve. Oui. Mais je lui dis, mais en revanche, l'industrie m'intéresse, parce que je l'avais jamais... Je me suis dit, c'est peut-être une porte d'entrée. Je fais, ok, j'accepte ton job, mais par contre, je veux porte ouverte sur tous les départements. Je vais pouvoir apprendre ce que tout le monde fait dans toute la boîte. D'accord. Et tu là, ok, deal, c'est parti. Et donc, de mon poste de réceptionniste à Dwindle, les belles années aussi, hein, il y avait encore World Industry. Oui, alors, c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que tu peux me rappeler un peu quelle marque ça a distribué, Dwindle? Parce que là, le nom m'est familier, mais je ne me souviens plus exactement ce que ça... Eh ben, ça existe toujours. Les marques ont un peu évolué. À l'époque, c'était World Industry, Speed Demon. Il y avait ce qui s'appelait DK à l'époque. Ouais, mais la marque de One Song. Voilà, qui est devenu Artefact après, et qui est redevenu Almost. Qui est devenu Almost après, exact. Je me perds toujours, oui. Et moi, j'étais à l'époque DK Artefact. D'accord. J'étais pas encore à Almost, donc il y avait encore World Industry, et c'était la création de Enjoy aussi, avec Mark Johnson. Ah ok, c'était aussi chez Dwindle. Ouais. Okay. Ça s'est créé quand je suis arrivée à peu près au même moment. C'est vrai que c'est Mark Johnson qui génial. avait initié le truc, j'avais oublié, ouais. Ok. Ouais, c'était le mastermind derrière. Et c'est ce qui fait que même si Enjoy c'est encore très cool, c'était. C'est vrai parce qu'aujourd'hui j'associe Enjoy plus j'allais dire à Jerry Hosu, mais à l'autre Louis Barletta. Louis Barletta, ouais. Il était là depuis le début. Louis était, il était même pas encore pro à l'époque. Il venait au bureau tout le temps. Donc il y avait ça, il y avait Darkstar, il y avait beaucoup de marques, super bonne équipe. Et donc là, ouais, j'ai commencé autant à répondre au téléphone que j'ai découvert ce qu'était la compta aussi, la finance, le commercial et le marketing. Et donc rapidement, je suis devenue l'assistante du team manager, Tony, et je suis devenue l'assistante de... c'est un peu fait normal, vu que j'étais française, que je parlais anglais et français, ça a aidé. Je suis devenue aussi l'assistante de cette fille incroyable qui faisait tout le commerce international, Danielle, qu'elle s'appelait, Danielle Giglio, et c'est elle qui m'a tout appris en fin de compte sur le commerce international. C'est une fille hyper carrée, hyper organisée,
soleil, elle était vraiment solaire, cette fille, elle était géniale. Et donc, mon boulot s'est vraiment dispersé entre les deux. Mais je continuais, j'étais le couteau suisse de la boîte. Je pouvais autant commander des pizzas que de rester pendant 2 heures au téléphone pour tenir compagnie à Louis Barletta qui s'ennuyait dans le van en tour. Que de très, booker très, des très vols, polyvalente. hyper polyvalente, ouais. Ok. Et il y avait même JB Gilet à l'époque aussi, je me rappelle. Qui ça, pardon, j'ai pas bien entendu, excuse-moi. JB Gilet. Ah, JB, ouais, bien sûr. Ouais. Enfin, je dis ça comme si je le connaissais, je le connais pas personnellement, mais oui, je le connais évidemment. Non, on se connaît pas super bien, mais on était en parallèle en fin de compte de nos carrières. C'est vrai que lui, il est arrivé la même année que moi aux États-Unis, je crois. Oui. Parce que les mecs des skateurs de Lyon à l'époque m'avaient dit tiens, prends son numéro, tu devrais l'appeler. Je dis non, j'en ai rien à foutre de lui, je l'appellerai pas. Je crois qu'il m'avait peint une chaussure, je sais plus, enfin un soir très jeune. Je crois que ni lui ni moi ne s'en rappellons, jamais. mais ouais, ça me permettait aussi de voir aussi des skateurs européens passer par le bureau et tout, donc c'était cool. Donc voilà, enfin, je suis devenue un peu le couteau suisse et c'est vraiment la base c'est là où ma carrière dans cette industrie a vraiment pris. C'est là où je me suis dit que j'y avais carrément ma place et que ça se restait. C'est du marketing, du commercial, mais c'était quand même très créatif et super fun. Il n'y avait pas les budgets, il n'y avait pas tout ça. Je me rappelle le premier tour qu'on m'a demandé d'organiser. Je leur ai demandé, ok, mais j'ai quoi comme budget? Ils m'ont regardé, ils m'ont fait budget. Mais non, pas besoin de budget. Tu fais tout, tu bookes où ils veulent, quoi. Je suis là, ah ouais, quand même, ça va coûter cher votre truc. Donc c'est là où j'ai appris vraiment les bons et les mauvais côtés d'une entreprise, quoi. On a passé 2 ans à peu près là-bas. Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'était 2 ans chez Dwindle, c'est ça? Ouais, je crois que c'est 2 ans, ou 2 ou 3 ans. Ok. J'ai pas mon CV sous les yeux. Mais tout ce que je sais, c'est que ça s'est arrêté le jour où on s'est fait racheter par Globe. D'accord. La marque de chaussures. Chaussures et très surf, australien, très surf. Ça, c'est australien, oui, j'allais dire, c'est pas américain. Ouais, c'est australien, ouais. Et bref, ils ont racheté la boîte, ils ont viré tout le monde du jour au lendemain, ils ont mis leurs employés à la place des employés Dwindle. Sans scrupule, quoi. Ouais, mais ça, le karma business les a rattrapés. Ça. Ils ont Ça les perdu a beaucoup rattrapés d'argent plus tard. la première année. Ouais, bah tous les shops arrêtaient de... C'est comment ça, il n'y a plus le même rap que j'ai depuis des années, tu me mets un mec qui surfe, c'est quoi ce mec? Non, j'en veux pas. Ouais. Donc ouais, il y a eu, je l'ai appris après, où il y a eu la première année, ça se comptait en millions de dollars de perdus. Ah oui. Très très belle performance business et très belle leçon d'apprise pour moi. Ouais, ils ont mal géré cette reprise d'activité, quoi. Mais comme souvent, hein, quand les gros groupes reprennent une marque propre, bizarrement, ils essaient toujours de mettre leur staff ou leurs règles. Et c'est complètement idiot votre truc. Vous rachetez une structure qui est en place et qui est profitable et vous voulez changer toutes les règles. Donc évidemment, vous prenez le risque que ça va se casser la gueule. C'est ça. Quelque part, c'est plutôt logique. Et ouais, donc ça a duré ce temps-là. Après, ça m'a un petit peu déboussolée. Donc je suis revenue à la restauration, au cinéma, les trucs comme ça. Okay. Mais assez vite, on m'a rappelé pour travailler pour des petites marques de skate, donc que j'ai aidé à développer, etc. Bon, des marques qui existent. À l'époque, ça montait, ça apparaissait un jour, ça mourait le lendemain. C'est ça, il y a plein de trucs qui montaient, qui disparaissaient assez vite, ouais. Mais c'était cool parce que ça me permettait vraiment de voir encore une fois comment les petites structures pouvaient s'installer et comment tous les paramètres, etc. Mais donc je suis restée dans cet univers en fait. Et ouais, j'étais encore plus impliquée dans la culture. Comme ça arrive souvent quand tu travailles pas dans une boîte, t'es plus impliquée une fois que t'es plus dedans. Peut-être parce que t'as pas cette affiche dans ton dos et du coup... Donc du coup, j'étais encore plus impliquée, que ce soit avec... donc j'ai toujours eu des skateurs autour de moi ou des gens qui bossaient dedans. Donc voilà. Mais après, c'est enchaîné, plusieurs marques, dont Girl, où je suis passée quelques années. Et, Ouais, donc Girl, c'est... Comment ça s'est fait, cette opportunité chez eux? Bah, faut dire que c'était... tu sais, c'est ce job que tu te dis, je rêverais de l'avoir, mais c'est impossible, je l'aurai jamais. Ouais, bah ouais, Girl, c'est quand même une marque mythique, quoi. Oui. Ouais, et à l'époque, encore plus que maintenant. Et donc, moi-même, quand je suis arrivée, aux États-Unis, j'ai toujours été une fascination, que ce soit l'art, la musique, les choix vidéo, etc. Enfin, c'est pour moi la marque parfaite. À l'époque. Ouais. Pour moi, c'était la marque parfaite en tout point. Et en fait, entre mes jobs, j'ai bossé pour Dogtown Skateboard au moment de la sortie du film et tout. Donc, c'était plutôt un bon timing. Mm-hmm. Et c'était les 25 ans de Dogtown, 20 ans ou 25 ans. Et je bossais avec, donc, bien sûr, en binôme. Je faisais le commerce et marketing pour eux, international. Et je bossais avec donc, Jim Weir, le mec, donc, le fondateur de Dogtown. Et
il me disait, faut qu'on fasse un truc pour l'anniversaire. Donc il avait plein d'idées, mais je l'adore ce mec, mais c'était des trucs hyper outdated, c'était pas du tout en lien. Et moi, j'ai toujours beaucoup d'affinités avec les artistes dans le sketch. J'en ai plusieurs dans mon entourage et j'ai toujours trouvé que les artistes qui venaient du skate c'est pour moi des gens assez exceptionnels. Et donc j'ai proposé de faire un truc qui est devenu assez lambda maintenant, mais je lui ai dit, mais écoute, pour l'anniversaire, ce qui serait cool, c'est que on fait faire plein de blanks de la pool shape. Il faut dire, à l'époque, les boards étaient beaucoup plus petites. On parlait pas encore de faire des 8.5, des 8.9, etc. C'était des 7.8 jusqu'à 8.1, t'es là où, c'est hyper grand. Mais Dogtown, ils étaient connus pour ça, faire encore les pool shape et les grandes tailles. Et je lui ai dit, on prend une des formes emblématiques de Dogtown, c'était une 9,25 ou 9,75, bref, mais une pool shape, et je lui ai dit, on en fait faire un certain nombre de blanks, et toi, tu demandes à tous tes copains artistes de faire leur design d'une planche Dogtown, comme eux, ils l'auraient voulu le faire si on leur avait demandé. Et moi, je demande à tous les plus jeunes, en fait, et on les fait se rencontrer, et comme ça montre l'influence des uns sur les autres, etc. Ouais, sympa, ouais. Ouais, c'était cool. Et donc, on a fait ça, on a fait le projet. Et moi, je me dis, trop bien, ça va être une excuse pour contacter les mecs du Art Dump, qui est donc le groupe artistique de Girl. D'accord. Donc, j'avais contacté Andy Jenkins, je sais plus exactement où j'ai fait, mais ça s'est fait par biais d'email. Sûrement info, tu vois, un truc tout lambda. Et contre toute attente, il a répondu et il était à fond. Trop bien. Et du coup, quelques jours après, il me dit, mais voilà, est-ce que ça t'embêterait ou est-ce que tu serais intéressé si, en fait, tous les garçons du Hard Dump faisaient le leur? Je suis là, ouais, non, c'est une super bonne idée, au contraire. Et en fait, et après, c'est devenu bizarrement un petit truc où si j'avais pas demandé, les gens, ils le prenaient mal. Donc, j'avais des artistes qui me faisaient des mails. Oui, j'ai appris que, est-ce que je peux moi aussi en faire? Donc, on s'est retrouvés avec je sais pas, on avait une 30 ou 40 boards. Ah ouais. On avait dû même dire aux gens, on arrête et on en fera un autre parce que... Ouais, là, il y en a trop. Ouais. Genre Eric Dressen, il en avait fait une et c'était la première fois qu'il exposait. Parce qu'en fait, ce qu'on en a fait, c'est qu'on en a fait une expo. Et comme on avait vraiment, on a du matos de ouf. À l'époque, c'était assez commun dans toutes les marques d'aller au salon, tu sais, c'est les gros salons. Ouais, les trade shows, ouais. Ouais, voilà, les fameux trade shows. Moi, j'ai toujours détesté ça, du coup, j'ai toujours été... J'avais bien organisé des trucs un peu différents, comme ça, j'ai passé moins de temps, ou au moins quand j'y passais du temps, c'était pas en mode j'écris des commandes toute la journée, ce qui était le cas quand j'étais à Dwindle et tout. Ouais. Et bref, donc en fait, j'avais dit, on n'a qu'à prendre le stand et on le tourne en galerie d'art. Alors tout le monde à l'époque, il disait, mais t'es malade, te rends compte ce que ça nous coûte au mètre carré et tout. Je dis, ouais, mais en même temps, on a une image de merde. À l'époque, c'était Dogtown, Grand King, et je sais plus quoi d'autre, mais c'était les marques les plus pourries de l'industrie possible. Moi, j'y étais allée parce que j'adorais les gens qui les tenaient, et j'avais des super potes qui bossaient, puis je m'éclatais avec le projet Dogtown, mais sinon, jamais j'aurais été bosser chez eux. Et en fait, on avait fait une expo, et ça a hyper bien marché, c'est-à-dire que tous les gens qui ne seraient jamais rentrés, qui seraient jamais venus voir les derniers modèles Dogtown à acheter, ou les trucks Ranking qui cassaient tout le temps. Là, les gens venaient, non pas pour les marques, mais pour les artistes, mais en même temps, ils étaient là. Du coup, ça leur permettait, on a pu lancer même des trucks, des nouveaux designs de trucks, etc. Ou pareil, j'avais pris en support artistique, etc. Donc, ça avait pas mal marché, quoi. Okay. Et si bien marché que, ouais, il y a pas mal d'articles qui étaient sortis à l'époque. Même Jack Firth avait fait un mini-article, genre de 3 lignes. Dans Thrasher. Ça, c'est le highlight de ma carrière. Même si ça tenait sur 3 lignes, j'étais là, mais c'est génial. Ouais. Il en a qui en ait parlé. La consécration. Et voilà. Ouais, ça m'a suffi. Après, je suis là, ok, c'est bon. Ça suffit. Je raccroche. j'ai mon nom dans Thrasher, donc pas du tout en skatant, mais au moins c'est drôle. Et puis c'est mignon, et puis ça vient du cœur, donc c'était cool. Et même si j'avais essayé de le remercier, je l'avais appelé, il m'avait envoyé balader. J'ai dit, bon, c'est pas grave, au moins je. Et il avait sa réputation à tenir, cool. quoi. Ouais, yeah, cool, bye. Ouais, c'est ça. Ok, cool guy. Mais voilà, et donc en fait, ça s'est bien passé, et donc Andy Jenkins à la fin du truc, m'avait remercié, il m'avait dit, écoute, ce serait bien d'avoir quelqu'un comme toi qui vienne bosser chez Girl, et je lui ai dit, oui, bien sûr, oui. Je lui ai dit, ouais, moi aussi, c'est un rêve, mais ça n'arrivera jamais. Ok. Et si, grâce à lui, c'était un vendredi, et le lundi, j'avais un appel de Megan Baltimore. La compagne de Rick Howard. Ouais, et qui est le gros cerveau, c'est le cerveau derrière Girl, qui est vraiment celle sans qui rien n'arrive en fait. Et elle m'a dit, littéralement, le coup de fil, c'était, bon, il paraît, il faut que je te parle. Elle me dit, arrête pas de me parler toi, il paraît, il faut que je te parle, est-ce que tu veux venir au bureau?
Je suis là, ok. Et là, moi, l'entretien m'aurait suffi, en fait, à ce moment-là, tu vois, juste d'avoir été dans les locaux, etc. C'était tellement dingue. Ouais. Déjà, de savoir où ils étaient, parce que c'était un petit peu le truc mystère où ils étaient exactement. Et puis, une semaine après, elle m'a embauchée elle m'a donné tout le commerce international, en fait. Chose qu'elle faisait auparavant et que faisait une autre personne entre-temps, mais qui, lui, avait repris beaucoup Forstar. Qui était la marque de Guy Mariano et Eric Coston, c'est ça? Ouais, Eric, ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai repris un peu le flambeau pour les deux et ça s'est plutôt très très bien passé. Et donc j'ai retrouvé tous les distributeurs européens que j'avais connus à Dwindle, donc Jean-Marc Vessette, etc. Oui. Toi qui me connais depuis que je suis toute jeunotte. C'est toujours drôle quand on se revoit. T'es encore là, toi. Mais oui, je suis encore là. On peut se faire le même compliment finalement. Ouais. Et ouais, j'ai passé super bonnes années avec eux, en fait, où on a mis une structure en place qui n'existait pas. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée, ils ont toujours eu des idées incroyables, des catalogues incroyables, des produits mais que tout le monde voulait et que personne n'arrivait à avoir. Moi-même, la première. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que la raison pour laquelle personne n'arrivait à les avoir, c'est qu'ils n'étaient tout simplement pas produits. Et quand j'ai repris mon taf, en fait, et je leur ai dit, mais vous avez vu, on a plein de trucs là, on n'a pas envoyé, on a oublié de le faire. Enfin voilà, il n'y a pas une vraie structure en interne. C'est-à-dire qu'ils mettaient des produits dans leur catalogue qui n'étaient pas en production, c'est ça? Voilà, D'accord. plein de gadgets, etc. Alors tu vois, les trucs qui pour eux, c'était une blague en fait, ils mettaient dans le catalogue en blague. Ok. Ils se disaient, mais personne veut ça. Mais en fait, il n'y a aucun moment, il y a une communication entre la prod, les gens du commerce, etc. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout bonnement, et je me rappelle, les distributeurs m'avaient dit, si tu veux nous rendre le plus gros service, c'est tu nous livres nos commandes. Je suis là, ok, ça va le faire, ça devrait pas si compliqué. Et effectivement, c'était pas forcément compliqué, mais j'ai amené en fait cette structure en fait commerciale de préco, donc où les gens devaient forcément précommander s'ils voulaient leurs produits. Donc au début, c'était pas forcément bien vu parce que les gens étaient là, non, je commanderai quand je trouverai, tu sais, un petit peu. C'était tellement gros le skate à l'époque, etc. Mais il y avait aussi d'autres qui disaient, non, moi il y a plein de trucs que j'arrive pas à voir, donc vas-y. Et donc on a installé toute cette structure, on a fait du dropshipment aussi, c'est-à-dire plutôt que d'envoyer des États-Unis, on envoyait directement des usines, où il fallait trouver un hub en Europe et tout. Donc ça, je vais pas t'embêter avec ça, c'est que des détails de business, mais c'est un peu ma force, c'est que j'arrive à créer des structures en fait. Oui. Si je vois il y a un problème, comme les problèmes me gonflent, je sais toujours trouver une solution et un truc pour que c'est bon, on n'en parle plus et ça marche et c'est hors de ma vue. Et du coup, tu t'occupais du commerce international, c'est ça? Tu t'occupais pas de la vente domestique, entre guillemets, pour les États-Unis? Non, je l'avais déjà fait quand j'étais à Dr. King, donc c'était une belle expérience. Mais pour eux, non, je faisais quasiment tous les pays où on parlait pas français en fait. On parlait pas anglais. On parlait pas anglais, oui. Ouais, ok. Oui, pardon. Ouais, donc j'avais du Canada au Japon. Et du coup, tu faisais tout le catalogue Créer le Top à l'époque, c'est-à-dire Girl, Chocolate, 4-Star, Royal. Et j'en oublie peut-être une ou deux. Skate Mental aussi. Ah, Skate Mental. Il y avait Skate Mental à l'époque. Ouais, ça avait commencé à l'époque, puis était enlevé. Il n'y avait pas la caille, je vendais pas les chaussures la caille, mais j'ai vendu les boards et la vidéo, la Fully Flared. Ah oui, donc t'étais chez Girl à l'époque de Fully Flared. Ouais. Ah ouais, donc c'était vraiment la... Enfin, je veux dire, oui, pas forcément pour Girl, mais en tout cas, la caille, c'était clairement la période la plus... intense. Non, mais si, t'as raison, c'était la période la plus intense pour toutes les marques. C'était tout le camp Créer le Top, ouais. Puis c'est là où les chiffres d'affaires ont augmenté le plus aussi, quoi. Ça a vraiment explosé. Et c'est pas un secret, hein, tous les distributeurs le diront, les shops en voulaient, ça rentrait, ça sortait, enfin il y avait tout qui collait finalement. Ouais. Il y avait les bons produits au bon moment, avec les bons riders, avec le bon marketing, il y avait tout qui collait, tout matchait parfaitement bien. Et ouais, c'était la plus belle époque. Mais d'ailleurs, après la première de Fully Flared, à la fin de la vidéo, je me suis dit, je sais pas ce qui va topper après en fait. C'est un petit peu ce qui m'a fait vouloir partir. Vous avez atteint le point culminant, quoi. Donc là, on a couvert en gros ta carrière jusqu'à Element dans les grandes lignes et ton retour en France. Et donc, à quel moment est-ce que tu as eu ce désir de créer ta propre agence? Comment ça s'est mis en place après l'aventure Element?
En fait, pour te dire vrai, ça a toujours été dans... En fait, mon rôle, je peux pas m'en empêcher, en fin de compte, enfin, c'est pas que je peux pas m'en empêcher, mais en fait, j'ai toujours eu ce rôle de conseiller, de connecter les gens, parce que c'est ce qu'on a fait pour moi, en fait, à une certaine époque. Ouais. Et je pense que c'est complètement logique aujourd'hui pour moi de le faire. Ça, je le fais avec que ce soit dans plein de choses, en fait. Je peux pas m'en empêcher. Souvent, on me dit, mais qu'est-ce que ça peut te foutre, arrête, ça te regarde pas. C'est un truc que je peux pas m'empêcher. Et en fait, j'ai toujours aidé que ce soit des skateurs, que des photographes, des filmeurs, etc. Vu que je travaillais dans l'industrie, en fin de compte, et que j'étais à des postes vraiment autant au marketing que produit, que business, etc., que commercial, on est souvent venu me parler, me demander des conseils pour ci ou ça, mais de manière complètement naturelle et jamais forcée, et toujours en toute amitié. Hein. Et donc c'est quelque chose c'est marrant parce que Steve Berra me le disait depuis des années, en fait. Il me disait, toi, en fait, soit faut que tu fasses team manager, soit faut que tu fasses agent, mais c'est vraiment deux rôles qu'il te faut. Et je suis là, team manager, t'oublies direct, parce que j'ai déjà assez passé de temps comme ça de ma vie sur les routes dans un van. Même si j'en ai pas passé tant que ça me suffit, c'est bon, j'ai pas envie de le refaire. Et agent, là, j'aime pas le terme d'agent, en fait. J'aime pas le mot, je trouve que c'est bizarre, ça fait agent de sécurité, ça fait agent de, je sais pas, ça fait plein de... J'aime pas le mot, et en fait, j'ai toujours eu ce côté, c'est pas maternel, hein, mais c'est plus, je me vois en eux, en fin de compte, où moi, si on m'avait pas aidé à mon niveau quand j'avais cet âge-là, etc., si on m'avait pas porté vers tout ça, je serais pas où j'en suis aujourd'hui. Et puis aussi, au cours de ma carrière, j'ai vu énormément de skateurs être mis dans des situations mais complètement ahurissantes, parce que derrière les manettes, les gens, soit ils réfléchissent pas, soit ils ne peuvent pas se mettre dans la situation. Enfin, toi, personne n'est à blâmer, mais je vais donner un exemple, par exemple, et ça, je ne sais pas si JB le sait, mais quand j'étais chez Dwindle, mon rôle, donc, c'était de bosser avec le team manager aussi, et donc d'organiser les tours, de booker les vols, etc. Et je me rappelle, donc il y avait JB qui était à l'époque chez DK. Ouais. Et on m'avait demandé de booker des vols. Et j'avais dit, attention, JB, son visa, moi en tant que Française, je le sais, un visa de 90 jours, c'est le 90e jour, tu as les pieds dans ton pays. Ouais. T'as les pieds dans l'avion, prêt à partir. Et bref, long story short, ils m'ont pas écouté parce que le billet était moins cher s'ils partaient le lendemain. Et l'autre là, mais non, c'est bon et tout. Bon, et arrivé ce qui est arrivé, où il laissait faire. Oui, je me rappelle, il en a parlé dans des interviews de ces problématiques de visa. Ouais. C'est ça, c'est vient de là. Et déjà là, tu vois, à l'époque, je me disais, mais c'est complètement con. Enfin, c'est dommage. Éviter ça, voilà. Et à côté de ça, j'avais aussi énormément de skateurs que j'observais autour de moi qui soit c'était complètement prima donna et qui changeaient leur billet 10 fois ou qui venaient pas à tel ou tel truc, etc. Qui moi me rendaient dingue parce que c'était moi derrière en train de booker le truc. Où j'ai eu un peu ce rôle de leur dire, écoute, de leur dire, tu chies dans la colle et là, au bout d'un moment, ça va s'arrêter, tu vois. Donc j'ai toujours un peu ce rôle d'être super honnête et de leur dire, voilà, si tu veux que ça arrive, faut que tu fasses ça. Ou de côté cause-conséquence. Mais j'ai toujours aussi aidé, si tu veux faire tel ou tel truc, vaut mieux faire ça, ou attention, là, ça pue un peu chez eux, fais gaffe à ce contrat, etc. Donc je l'ai toujours plus ou moins fait, en fin de compte, mais pour tout le monde, en toute amitié, dans mon entourage. Ouais. Et donc, quand ça s'est arrêté avec Element, moi j'étais très proche de Maïté, déjà à l'époque, depuis un moment. Oui, qui est-ce qui était chez Element pendant un moment, là qui était chez Element, donc qu'on a fait rentrer. Moi, je l'avais vu à un skatepark à Mikkelen, c'était pour la soirée pro de Yarney, et d'accord. Qu'on a organisé là-bas, dans son skatepark local, etc. Et j'ai vu cette ovni dans le parc, elle est incroyable, quoi. Elle avait la banane, elle avait un charisme déjà de fou, et elle faisait son truc sans demander aucune validation à qui que ce soit, et avec le sourire, et elle a énormément de style. Oh là là, Et donc voilà, elle est rentrée chez Element, et j'ai bien poussé pour ça à l'époque, comme je sais être assez relou, et après ils étaient évidemment ravis de l'avoir dans l'équipe. Il devait être un peu deg de la perdre récemment pour la nouvelle marque là, ça s'appelle Uma, c'est ça Ça s'appelle Uma, ouais. Uma Skateboard. La marque avec Evan Smith et Cody Chapman. C'est la marque d'Evan Smith, c'est la marque d'Evan Smith et de Thomas Campbell. Ah, j'avais pas retenu que Thomas Campbell était dans l'équation, d'accord. Ouais, celui qui il fait la direction artistique, oui, et c'est leur marque à tous les deux. D'accord. C'est un beau projet sur lequel... c'est un super casting, quoi. Evan Smith, Maïté Stenhood, c'est ça comme ça qu'on dit son nom? C'est pas grave, personne sait. Même moi, ça se trouve, je le dis mal, mais je dis Stinghood. Ça a l'air de marcher.
Donc oui, en fait, pour revenir un petit peu Ah oui, au oui, lancement de ton activité, voilà, tu parlais un petit peu ouais. du fait que tu avais finalement naturellement un peu toujours occupé ce rôle, bon, on va pas dire d'agent vu que le terme te plaît pas beaucoup, mais d'accompagnateur, en tout cas, de guide un Voilà, peu. conseils créatifs, C'est les ça. connexions, leur faciliter leur vie de tous les jours et être là en support quand ils en ont besoin. Je me suis dit oui parce que voilà, j'ai toujours observé ça, j'ai toujours observé autant et j'ai toujours souvent observé un décalage entre ce que la marque voulait et ce que le rider voulait. Et souvent c'est la même chose, mais ils n'arrivent pas forcément à se parler parce que le rider il écoute pas forcément tout, parce que c'est un certain langage qu'il comprend pas forcément. Enfin, j'ai souvent un rôle de traduction aussi derrière. Donc voilà, en fait, non, voilà, ce qu'ils demandent, c'est vraiment ça ou ça. Mhm. J'ai l'œil pour les contrats. En fait, je suis un peu on m'a souvent appelé le bullshit radar. Dès que je sens qu'il y a un truc qui pue, bizarrement, des fois même je peux pas l'expliquer. Je suis là, non mais ça pue. Attends, donne-moi 2-3 jours. Je vais réfléchir et je vais trouver pourquoi ça pue. Et D'accord. voilà, j'ai un peu. Mais c'est pas de l'intuition ni de la clairvoyance. Hein, c'est juste parce que j'en ai vu plein. Et voilà, il y a des scénarios qui font que se répéter finalement. Et tu vois que tel ou tel truc se passe, ou si ce mec emploie tel ou tel terme, ça veut certainement dire que ça ou ça. Donc c'est un rôle que j'ai toujours eu, que ce soit, je dis, dans le skate comme avec. Enfin, dans le skate beaucoup, mais pas qu'avec des skateurs. Je l'ai Mhm. beaucoup fait aussi pour des photographes et des vidéographeurs ou des artistes. Ok. Et voilà, donc quand c'est terminé, moi je me suis pas mal remis en question. Et en même temps, je continuais tous les jours à aider, notamment Yarney qui est venu passer pas mal de temps chez moi au même moment, là dans une période un peu sombre. Et du coup, oui, même lui il me disait, mais Romy, faut que tu te fasses payer au bout d'un moment parce que tu passes ta vie à nous aider, à faire tout ça pour nous et tu fais la babysitter, tu fais la grande sœur, tu fais l'agent, etc. Et voilà. Et donc Mhm. l'idée est venue comme ça, mais ma vision de l'agence que j'ai et que j'aurai toujours, c'est vraiment une toute petite structure et j'y pense comme une marque de skate finalement, où il y a une cohérence dans l'équipe en fait. Oui, tu représentes pas des skateurs qui ont rien à voir les uns avec les autres, quoi. Par exemple, C'est ça. tu représentes Yarney et Maïté qui sont amis en plus dans la vie, j'ai Qui sont l'impression. super potes. J'ai Léo Valls aussi qui m'a gentiment demandé qu'on travaille ensemble. Donc pareil aussi, je travaille avec ces personnalités, mais je les gère pas. Je ne leur dis pas quoi faire. Bien Je sûr. leur dis juste que s'ils veulent faire ça, c'est comme ça que ça se passe. Et que si tu prends un autre chemin, enfin en gros, voilà, si tu vas à gauche, tu auras le truc de là, et tu vas à droite, c'est comme ça. Mhm. Et je les aide vraiment, je les pousse à aller là où ils veulent aller. Mais je suis pas en train de leur dire qu'il faut qu'ils fassent tel ou tel tricks dans tel ou tel. Non, Voilà. oui, oui, bien sûr. J'ai pas du tout ce. Ils ont pas besoin de moi pour ça du tout, d'ailleurs. Et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui t'attire vers ces personnalités-là, c'est qu'ils ont déjà une personnalité assez affirmée, Complètement, ouais. quoi. Ouais, Quelqu'un ouais, comme ouais. Yarney ou Maïté, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise tu fais le Non, et Smith Léo, grind comme pareil. ça Et avec le voilà. genou, machin, c'est genre, elle Non, le non, fait déjà, ça. quoi. Oui. Après, il m'applique souvent sur les projets vidéo et les idées de sketch. Et c'est bon, je dois me taper, surtout avec Yarney, je regarde la vidéo 25 fois pour lui demander s'il éditait mieux. Et très souvent, au bout de la 22e fois, je ne vois aucune différence avec la 18 ou 19e fois. Ouais. Mais voilà, après, c'est un vrai échange. C'est pour ça que l'équipe, il faut que ça matche autant avec eux, entre eux, et qu'avec moi. Parce que si j'ai pas une affinité, si j'adhère pas, si je vois pas, si je partage pas la même vision, bah ça marchera pas ni pour eux ni pour moi. Donc c'est vrai que ma vision en tant qu'agent, même si j'ai pas le terme, c'est vraiment les amener là où eux veulent aller et surtout là où ils méritent d'aller. Parce que Oui. trop souvent, je vois des skateurs qui ont un talent de dingue, mais qui ne sont pas accompagnés par les bonnes personnes et ils finissent par soit ne pas du tout faire carrière alors qu'ils auraient dû et le voulaient, parce qu'après tout le monde n'est pas forcé de faire carrière parce que tu skates super bien, Mais ouais, les marques ne voient pas le potentiel, peut-être ou... ouais, ou les marques les bouffent aussi, ou les lâchent Hmm. du jour au lendemain parce que, et ça c'est un autre sujet dont on a parlé, notamment les addictions ou quand il y a un accident ou quoi que ce soit, il y a peu de marques qui restent vraiment derrière Bah ouais, ouais. et, Hmm. et tout ça, et que ce soit... Mais voilà, moi mon rôle c'est vraiment de les aider à ce que ce soit cohérent, qu'ils prennent les décisions cohérentes. Alors ils n'écoutent pas toujours ce que je dis, encore une fois. Bah, il reste Ils restent même. des êtres humains libres et indépendants, mais ouais. Voilà. Mais je fais en sorte que voilà, ils aillent où ils veulent aller, dans de bonnes conditions,
et que ça se passe bien. Et quand il y a des coups de fil à passer et qu'il faut dire non, ou c'est souvent moi qui le fais, ou s'il y a des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire, c'est moi qui vais leur donner des arguments pour expliquer pourquoi ils ne devraient pas faire ça, tel ou tel truc. Et puis notamment aussi, je fais en sorte qu'ils aient le salaire qu'ils méritent, quoi. Voilà. Mais, ou les contrats, des contrats qui respectent un petit peu leur image. C'est ça. Ouais. Ou une bonne contrepartie du moins, parce qu'il y a des fois ça vaut le coup d'aller dans une marque sans salaire ou avec un salaire inférieur à une autre, mais cette marque va te proposer des projets de voyage plus intéressants, et ça va te donner une exposition exactement là où tu veux être, etc. Typiquement les energy drinks, etc. Alors oui, ils sont imbattables au niveau salaire, mais c'est hyper compliqué d'aller ailleurs, parce qu'aujourd'hui toutes les marques de skate qui valent le coup, du moins dans un truc un peu plus proche de notre culture, je dirais, enfin tu vois, plus skate, ils vont pas vouloir s'associer avec tel ou tel truc. Donc après c'est un vrai problème, dans le sens où ils payent tellement et des salaires assez démesurés par rapport au retour qu'ils demandent, que c'est compliqué pour un skateur de dire non à ce genre de truc, et ça je le comprends consciemment. Et on voit des... Pardon de te couper, excuse-moi, je suis surpris de voir certains skateurs, notamment aux États-Unis, qui endossent des marques comme Monster ou Red Bull. Par exemple, j'ai vu Ishod Wear, qui est un skateur exceptionnel, et puis un skateur pur et dur, entre guillemets, et qui a basculé un peu dans ce camp-là. Et en même temps, il le fait de façon relativement discrète, donc je sais pas, enfin c'est... Ouais, il le fait assez bien, et c'est un des seuls où tu vois, c'est pas... Il a pas la casquette tout le temps vissée à son crâne, ouais. Et non, mais à mon avis, il a un bon agent qui a dû négocier ce truc derrière. C'est ça, ouais. Parce que normalement, c'est vraiment, enfin les contrats, il y a des trucs, des fois je lis, t'as envie de faire des screenshots et de les garder tellement c'est drôle. Et ce qu'ils demandent là, mais vraiment, carrément, quoi. Ok. Et mais c'est compliqué. Et encore une fois, après, c'est ce qu'on discutait aussi, c'est qu'il y a deux côtés du skate, hein. Il y en a qui seront très bien il y a toujours eu historiquement, de toute façon, ces deux côtés du skate, hein, les mecs qui aiment les contests, les compétitions, les machins, etc. Puis il y a ceux qui skatent dans la rue, qui font des vidéos, etc., qui pour moi me parlent plus, parce que voilà, il y a un côté culturel et cultivé qui est un petit peu plus intéressant. Mais les deux coexistent et cohabitent, même si c'est deux approches différentes, elles sont parfaitement valables, autant l'une que l'autre. Ouais, voilà. Et comme je dis souvent, pour ces skateurs-là, il y a des plateformes, il y a tout ce qu'il faut, c'est déjà même, tout est écrit pour eux, ils ont besoin plus ou moins pas d'aide, parce que de toute façon c'est un peu se laisser porter dans ce mouvement-là. En revanche, effectivement, quand tu es dans l'autre côté du skate, c'est un peu plus compliqué, il y a plus de marques à gérer, il y a plus de gens à gérer, il y a plus de projets à gérer, enfin c'est un peu plus compliqué à gérer au jour le jour, certes, mais voilà. Donc c'est des carrières qui sont un peu plus pérennes. Moi, quand je dis souvent, moi mon rôle, c'est pas de vous lâcher dès qu'il y a un problème, et puis dès qu'il y a plus d'argent finalement. Parce que en soi, j'aime bien aussi les aider j'ai envie qu'ils vivent bien, en fait, parce que voilà, c'est des amis avant tout, c'est des gens que j'apprécie énormément, et voilà. Après, le jour où ils prennent des décisions de merde, je suis la première à leur dire, parce que c'est ça les amis aussi, mais j'ai pas envie de les voir partir, et souvent même j'ai envie de les accompagner bien après. Et donc là, avec ton entreprise s'appelle The Good Agency. Tu représentes, donc on a mentionné Maïté, Yarney. Est-ce que tu représentes d'autres skateurs? Enfin, donc il y a Léo Valls aussi. Est-ce que tu représentes des gens en dehors du skate également? Alors, il y a Tim Débauché aussi, un skateur avec qui on parle depuis quelques semaines. D'accord. Que j'adore aussi, qui a vraiment, il a un univers vraiment intéressant, il a un talent de fou, pas que pour le skate. Et non, j'aide aussi des marques, c'est pour ça que je fais pas que ça. Je développe des projets avec des marques, je les aide, je fais beaucoup de consulting pour des marques de skate et dans la mode aussi un peu. Je le fais avec beaucoup de discrétion parce que je veux pas m'associer avec forcément des marques en particulier, parce que ce serait pas du tout objectif. Mais ouais, et j'ai des projets en cours depuis 1 an et demi, mais Covid a fait que ça s'est pas mis en place, et du coup là je sais pas, je crois que ça va arriver un jour. Je n'ose plus donner de date sur le truc, mais je fais pas que ça, et je veux pas faire que ça non plus, quoi. Et on me propose aussi, j'ai quelques artistes qui m'ont demandé aussi,
Et non, je ne vais pas limiter qu'à ça. Il faut qu'il y ait une affinité et un lien qui soit cohérent et sincère et qu'on ait la même vision des choses, enfin la même vision de ce que peut être fait ensemble en fait. Bien sûr. Souvent je demande, et là je l'ai fait avec tous, enfin pas avec Yarné et Maïté, et aussi Maïté je l'avais fait pour Yarné, je le connais plus trop longtemps pour lui demander, mais avec Maïté je lui avais dit donne-moi la liste de toutes les marques pour qui tu rêverais de skater, mais va loin, va super loin. Part dans le rêve total et tout, et voilà, le rêve c'était marque globale, etc. Et c'est fait, elle voulait absolument Carhartt, elle a toujours été super fan, etc. Ça s'est fait. Donc Adidas, pareil, elle dit je kiffe trop Adidas, donc elle a commencé, elle avait des chaussures par le distributeur en Belgique. Et, elle vient d'avoir un colorway, j'ai vu là, avec Nora Vasconcelos. Et ouais, c'est incroyable. Et ouais, c'était l'idée. Elle dit là, moi je rêverais d'avoir ma chaussure chez Adidas. Ben ok. Et voilà, je l'ai présenté. Encore une fois, c'est une question de timing, de présentation, de connaître les bonnes personnes et d'avoir le respect des bonnes personnes au bon moment en fait. Ouais. À la fin, c'est qu'une histoire de respect, je crois, de respect et d'amitié. Ah, c'est vrai que là, en ce moment, elle a vraiment le projecteur sur elle. Sa carrière pour le moment est un peu idyllique, quoi, dans le sens où. Ouais. Commence avec Element, et là elle est très jeune, elle est pro pour cette marque qui commence tout juste sous la houlette de Evan Smith, qui est ce pro incroyable, avec Thomas Campbell derrière. Donc franchement c'est chouette, elle a un parcours qui fait rêver en tout cas. Et merci beaucoup pour elle. Et c'est l'exemple parfait de quand deux personnes qui s'apprécient, qui se respectent et qui veulent le bien de l'une et l'autre. Et voilà ce qui arrive, quoi. Ils se fixent des objectifs et se donnent les moyens de les atteindre. Mm-hmm. Parce que moi, c'est quelqu'un que j'adore. C'est une fille qui a un cœur en or, qui est super drôle. Ouais, elle a l'air, ouais. Ouais. Et quelqu'un elle est brillante, elle est intelligente. Elle m'apporte beaucoup, hein. C'est une amitié. Hein. On s'apporte l'une et l'autre énormément. Et ouais, pour moi, c'est ce qu'on a fait avec Maïté. C'est ce que j'ai l'intention de faire avec enfin, j'ai pas la prétention de pouvoir le faire pour tout le monde, hein, bien sûr, hein, mais ce que j'ai envie de faire, c'est de le refaire avec d'autres personnes avec qui je compte bien en avoir encore d'autres, quoi, ouais. J'espère, parce que ça je te m'apporte souhaite, énormément. Ouais, ce serait génial. D'autres success stories, entre guillemets, ouais. Ah ouais, parce qu'on y gagne toutes les deux dans tout ça. Hein. Et je parle pas financièrement, mais moi, quand on a eu son pro modèle, je pouvais pas être là parce que Covid. Donc j'ai organisé avec tous ses amis à Anvers la remise de sa board, etc. Et c'était Ah oui, j'ai vu des 3 jours images de cauchemar. Ouais, il y avait pas les boards en temps et en heure. Elle, il fallait pas lui dire. Il a fallu lui bander les yeux. Elle commençait à péter un câble. Nanani, nanana. Et moi, j'étais en Zoom et quand ça s'est fait, j'ai pleuré comme une madeleine parce que c'est ça, en fait. Ouais, ça devait être émouvant. Ouais, c'est hyper émouvant. En fait, ça va vraiment dans les deux sens. Et c'est pour ça que ça va au-delà de... Pour ça que le mot agent, je pense pas que... Je sais pas oui, c'est un peu plus froid et déconnecté comme terme pour décrire cette relation que tu as avec elle ou avec d'autres de tes talents, quoi. Mm-hmm. Voilà, ouais. Là, c'est vraiment... En plus, je veux qu'on soit... c'est pas une famille, hein, c'est pas du tout truc dysfonctionnel que je veux engager, mais bien sûr. Je veux que toi, par exemple, là, on en parlait avec Léo, on va s'organiser un week-end où on va partir tous ensemble avec Yarné, Maïté, Tim et lui, et commencer à faire ça régulièrement, et au fur et à mesure qu'il y a des gens d'autres profils qui voudront s'intégrer, parce que je trouve que ça nous apporterait énormément aussi d'échanger de ce qui s'est fait, etc. Et puis qu'au moins c'est pas hypocrite, il y a une vraie cohésion entre tout le monde, quoi. Parce c'est que ça, là, ouais. Vous vous entendez déjà bien dans la vie, et donc c'est pas comme si vous vous forciez à vous retrouver dans un cadre parce qu'il le faut, et ouais. Mais c'est ça, en fait, je vois l'agence comme une marque de skate, en fait. Ouais. Avec les mêmes codes, tu vas pas faire venir un mec dans l'équipe si les autres n'ont pas apprécié, ou il y a un décalage, ou quoi que ce soit. Donc je le vois de la même manière, et c'est aussi pour ça que je le vois très doucement, très tranquillement. De toute façon, il y a Covid, c'est compliqué pour tout et tout le monde. Et encore, on s'en sort super bien, ouais. Mais voilà, quoi, c'est... Et je veux me permettre de faire d'autres projets à côté, quoi. J'ai un projet avec un bar en Californie, qui arrête pas d'être repoussé à cause de ce fameux Covid. Hein. J'ai l'impression ils sont en train de rouvrir aux États-Unis et moi je suis là, c'est mort, j'ai nulle part où faire notre truc ensemble. On va probablement reconfiner en France à nouveau, je sais pas, enfin on va voir. Ouais, je suis perdue. On n'est pas sorti de l'auberge en tout cas, ouais. Non, pas encore, pas tout de suite. Mais voilà, j'ai envie d'y aller tout doux, tranquillement, que ce soit cohérent et que ça se fasse bien et voilà. Et puis après, bosser pour d'autres projets, mais je
je reste ouverte à bosser pour toutes les marques avec qui je peux travailler parce que c'est ça qui paye et puis c'est aussi ce qui fait que tu restes cohérent dans tout ce que tu fais aussi, quoi. Bien sûr. Et il y a l'école à côté qui pour moi est assez complémentaire avec l'agence finalement parce que c'est une façon d'aider justement les futurs directeurs marketing, les futurs vidéographeurs, filmeurs, photographes, tout ça, quoi. La génération suivante de marketeurs du skate, entre guillemets, si on peut qualifier ça comme ça, même si c'est un peu... Ouais, c'est ça. Un mot un peu Mais bizarre. bon. Je suis sûre qu'il y a tellement des noms bien pires que j'ai pu entendre au cours de ces dernières années à bosser pour des gros groupes, autant te dire. Ouais, ça c'est sûr. Ce que je voulais te demander aussi, c'était, on en a un peu parlé, mais juste peut-être faire un mot sur justement comment le Covid impacte à la fois ton activité à toi et comment elle impacte notamment les skateurs que tu accompagnes, etc. Vu qu'aujourd'hui, plus personne ne peut vraiment voyager, etc. Et que beaucoup du skate, en tout cas historiquement, le skate, c'était beaucoup des skateurs qui partent voyager à droite à gauche, filment pour des vidéos promotionnelles qui sont ensuite mises en ligne ou il y a longtemps, avant qu'il y ait Internet, c'était distribué dans des cassettes VHS ou DVD ou autre. Mais c'était un peu tout le principe du skate, c'était de voyager. Et donc là, évidemment, avec le Covid, tout ça est vraiment mis à mal. Mais ça, c'est très compliqué, hein. Ça rend bien sûr les choses très compliquées. Après, on va pas se plaindre, il y a des gens pires que ça. Mais évidemment, tous les trips ont dû se faire en Europe, ont dû se faire dans des pays où c'était possible de voyager. On a dû les faire. Moi, j'ai fait quelques fausses attestations pour pouvoir venir en France, des trucs de travail, des choses comme ça. Il y a eu beaucoup de tests PCR de fait, en avant, en arrière, souvent pour rien parce que personne ne check finalement. Et tu vois, par exemple, comme le pro modèle de Maïté pour Uma, normalement l'équipe devait être là, quoi. On devait tous être là et à Anvers et le faire. Et bon, c'est pas fait et ça s'est fait avec même moi en Zoom et avec les gens locaux. Donc c'est extrêmement compliqué. Après, il y a des solutions à tout. Après, l'industrie du skate en elle-même, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a jamais vendu autant de. Je crois qu'on n'a pas vendu autant de skates que depuis. Il y a un article incroyable sur Jankem que je conseille de lire parce qu'il explique beaucoup mieux que moi je vais pouvoir le faire en si peu de temps. Mais donc c'est extrêmement bénéfique pour les skate shops, extrêmement bénéfique pour les marques de skate qui vendent énormément de bois. Là, ça va être un peu plus compliqué parce que maintenant on ne reçoit plus de bois parce que les douanes elles sont en retard, parce qu'il y a à cause du Covid, il y a des nouveaux certificats qu'il faut donner, etc. C'est un gros bordel. Donc ça c'est compliqué. Et moi au niveau marketing, effectivement, il y a des marques qui ont coupé des budgets, et ce qui est normal, on peut pas les blâmer du tout, hein. C'est pas un truc qui a duré 3 mois, ça dure depuis trop longtemps, donc il y a forcément un impact économique qu'il faut reconnaître. Et c'est le moment où, comme pour tout le monde, hein, c'est le moment d'être un peu plus humble et d'apprécier ce qu'on a et de faire avec ce qu'on a surtout, tu vois. Et donc il y a beaucoup moins de budget, faut juste repenser où tu le fais, quand tu le fais et avec qui. Et effectivement, par exemple, s'il y a un tour aux États-Unis demain, est-ce que ça vaut le coup de faire venir un filmeur ou un photographe de France, ou est-ce qu'on en prend un local? Donc, c'est ce genre de trucs qu'il faut juste repenser. Faut repenser un peu la logistique. Ouais, il y a tout à repenser. Et c'est compliqué. C'est vrai que là, je te dis, moi j'ai énormément de projets, même au niveau des voyages, il faut rester en Europe. Et là, ça commence à aller mieux, hein, grâce. Là, j'ai Maïté qui est partie en Allemagne, qui va aller à Londres. Donc je sais pas, là, il faut que je regarde comment ça va se passer. Avant, il fallait juste prendre un billet. Maintenant, alors attends, entre le Brexit et le Covid, ça va être vachement plus compliqué. C'est ça. Ouais, pour Londres, c'est clair. C'est super compliqué. Mais bon, ça m'a permis aussi de me poser, comme tout le monde, quoi, et de réfléchir à l'agence beaucoup mieux. Et finalement, je trouve que c'est plutôt pas mal en soi, dans le sens où je voulais pas la lancer très vite ni rien. Donc voilà, c'est tout doux. Et là, je pense qu'on est tous à viser 2022, 2023, plus que cette année, quoi. Oui, vu comment elle a commencé, ouais. Oui, elle va pas finir aussi bien que ça, quoi. Mais ça a pas mal influencé tout le monde. Il y a pas mal de gens qui ont perdu leur salaire au cours de cette année, etc. Mais skateurs, comme les gens dans l'intérieur, hein, donc c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu sadique, parce que oui, à côté de ça, il y a jamais eu autant de planches de skate vendues dans les skate shops. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est un phénomène intéressant, je trouve, le fait que la pratique du skate ait été autant diffusée, quoi, que maintenant. Je sais pas tellement à quoi c'est lié par rapport à la pandémie, mais peut-être parce que les gens tout ce qui est sport individuel, sont chez eux et ils ont besoin de sortir, de s'aérer, de faire une activité physique un peu créative. Je crois que c'est le vélo, c'est le skate, c'est tout ça. Et puis il y a plus de structures. Donc là, on en parlera peut-être, mais c'est le point positif des Jeux Olympiques, c'est que maintenant toutes les villes ont. Puis grâce à des gens comme. C'est pas des gens, c'est comme Léo Valls qui vraiment fait repenser l'urbanisme autour du skate et qui est hyper important. Donc maintenant, quand on a le temps, l'envie d'être dehors et les structures pour skater, c'est sûr que il y a de plus en plus de planches qui skatent, de plus en plus
qui se cassent, pardon, plus en plus de gens qui skatent, et voilà, et c'est vrai que... Et finalement, enfin, les magasins de skate peuvent se redorer un petit peu, parce qu'ils ont eu des années tellement compliquées que finalement, le Covid, c'est le meilleur truc qui leur soit arrivé, et tant mieux. Je suis vraiment contente pour tous, quoi. Ouais. Et je pense que c'est pérennisant. Je pense pas que c'est quelque chose qui va s'arrêter tout de suite. Ouais, non, c'est vrai que l'industrie du skate s'en tire pas mal par rapport au Covid. On aurait pu imaginer que ça aurait fait un gros stop, etc. Au final... Ouais, les chaussures et les fringues, c'est un peu plus compliqué. Pour les fringues, c'est ça que tu disais? Ouais, bien sûr. Vêtements, chaussures, tout ça. Par rapport à quoi? Par rapport au sourcing, par rapport aux approvisionnements, par rapport à... Tout le sourcing, les appros avec les douanes qui sont de plus en plus compliquées, les structures qui sont fermées, parce que tu vois, quand tu vois que tous les centres commerciaux, etc., sont fermés, etc., c'est de là où beaucoup de fringues se vendent. Après, en shop, non, ça se vend bien, hein. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que les gens ont un budget un peu plus restreint, ils vont aller là où c'est plus accessible. Il te faut ta planche de skate, mais tu peux vivre sans ton t-shirt pendant 2-3 mois, quoi. Voilà, donc donc oui, je pense que pour le vêtement et la chaussure, c'est plus compliqué de ce que je vois. Mais bon, pour tout le monde, finalement. Ouais, non, c'est clair. C'est un moment aussi, je pense que c'est bien, c'est un moment aussi où toutes ces marques vont peut-être repenser un peu leur façon de fonctionner, où produire, d'où expédier, etc. C'est là où Last Resort de Pantus, c'est un timing, mais bravo, quoi. Encore une fois, le mec, c'est un génie, quoi. Ouais, je serais très curieux d'ailleurs de parler avec lui de ça, parce que c'est vrai que lancer une marque de chaussures de skate aujourd'hui dans cet univers impitoyablement dominé par Nike, Adidas, Converse, New Balance, c'est quand même couillu, quoi. C'est couillu et c'est super bien fait. Les chaussures sont... Enfin, moi, je suis une fan de sneakers et tout ce qui est chaussures sneakers, chaussures de skate, etc. C'est un gros problème de ma vie. Et donc, je les ai commandées dès qu'elles sont sorties. Et je les ai. Et le mec, pour un premier jet, c'est vachement bien. Ouais, c'est fait au Portugal. C'est finition, couture, cuir et tout. C'est vachement elles sont faites au Portugal? D'accord. Je savais pas. Ok. Ouais, apparemment, c'est là où il habite et c'est brillant. Bon, après, il s'est expédié d'Angleterre, donc eux, ils ont dû subir le Brexit, mais je crois qu'ils sont en train de repenser tout ça. J'ai pas d'infos, mais j'imagine qu'ils sont en train de repenser tout ça. Parce que tout ce qui vient d'Angleterre pour le reste de l'Europe, c'est carrément quasi impossible de passer les douanes aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais ouais, ça fait partie des trucs brillants qui sont sortis de ces 12 derniers mois, quoi. Est-ce que tu veux qu'on aborde peut-être cette question sur les addictions un petit peu Ah ouais, carrément. Bah, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles qui me poussent à aider les autres, c'est que parce que dans le skate, c'est quelque chose dont on a parlé ensemble, quoi. C'est cette glamorisation de l'alcool à outrance qui, moi, m'a toujours dérangée. Et c'est aussi pour ça que j'étais plus girl chocolate que peace drunk déjà à l'époque, même si c'était mon entourage. Peut-être parce que c'était mon entourage et que je voyais que c'était quand même sacrément naze. Et j'ai toujours trouvé ça, qu'il n'y avait pas forcément... Pour moi, c'est pas hyper cohérent avec cet esprit du skate. C'est cette glamorisation de la drogue, de l'alcool qui va à la drogue, etc. De la fête, et malgré toutes les histoires qu'on a eues, que les morts qu'on a dû subir dans cette culture, que ce soit des Harold Hunter, des Keenan, Keenan Milton, et Ali Boulala, ce qui s'est passé, enfin tout ça, enfin tu te dis mais putain, c'est fou qu'on glamorise encore le truc autant, quoi. Et c'est un réel problème, et ça c'est pas que dans le skate, c'est juste, je pense que beaucoup de gens qui se retrouvent dans les drogues et l'alcool, c'est des gens qui ont souvent des parcours de vie assez compliqués. Le parallèle avec le skate, c'est souvent quand on se sent en marge ou qu'on a une situation familiale un peu compliquée, on se tourne vers le skate et on se tourne vers l'alcool, et l'un alimente un peu l'autre, alors que ça n'a pas forcément lieu d'être, mais c'est comme ça. Et j'ai vu, comme je te disais, beaucoup de marques qui poussent à ça, enfin sans pousser de façon machiavélique ou quoi que ce soit, mais cette idée dont on part en tour et on picole. Enfin, tu prends l'exemple des tours Thrasher ou des King of the Road, etc. Tu vois, pourtant j'adore Thrasher et tout ce qu'ils font, mais King of the Road, je suis toujours... c'est un moment ou un autre, je suis là, mais les gars, je sais pas, quand est-ce que ça à la limite du ringard pour moi un peu, je t'avoue. Enfin, après, je bois, hein, mais voilà, mais après, j'ai pas de problème avec l'alcool, donc c'est normal que... Mais je supporte pas cette idée qu'on puisse mettre des kids à un très jeune âge dans cet environnement, et ensuite, le jour où ça va pas, où ça part en vrille, on lâche. On veut plus en avoir à faire. Et ça, c'est arrivé, mais beaucoup trop de fois, et beaucoup trop souvent, etc. Et c'est quelque chose qui, moi, me tient beaucoup à cœur.
Donc après, tout le monde le sait. Yann et moi, on est proches et notre relation, c'est amicale, c'est vachement renforcé autour de ça, justement, où il est venu longtemps à la maison. On est en contact tous les jours régulièrement et ça fait partie de son combat avec ses démons, etc. Et moi, au cours de ma vie, en fait, que ce soit dans le skate, dans le snow ou dans ma vie perso, c'est quelque chose qui a toujours été très présent. Bizarrement, les gens avec des addictions se retrouvent, je sais pas, j'ai un effet aimant peut-être, magnet, ça se colle à moi. Je crois que tout le monde connaît de près ou de loin l'addiction, hein, que ce soit pour soi ou pour ses proches. Tout le monde est plus ou moins affecté par ça. Tout le monde, exactement, ouais. Après, est-ce qu'on veut vraiment y faire face? Est-ce qu'on veut vraiment en parler? Est-ce qu'on veut vraiment aider quand il y a besoin? Et après, je comprends que beaucoup de gens n'aient pas envie parce que ça demande énormément d'implication personnelle, etc. Mais voilà, de la même manière que moi, on a pu m'aider à une époque avec tout ça ou dans ma carrière, etc. Je mets un point d'honneur à vouloir au moins être une oreille ou au moins être un conseil ou les aider ou leur dire qu'ils sont pas seuls. C'est une question compliquée, mais... Je propose qu'on termine juste sur la partie un peu Jeux Olympiques. Du coup, voilà, c'était moi, j'ai observé qu'en l'espace de 20 ans, le skate a vraiment évolué de façon assez incroyable. Et du coup, je voulais juste un peu recueillir ton opinion là-dessus. Alors, je sais qu'on en a un peu parlé et que t'es pas forcément dans cette approche-là du skate, étant donné que les skateurs avec qui tu travailles aujourd'hui sont plutôt dans une approche plus core skate, un peu plus spontanée et moins sportive. Mais quelle est un peu ta vision de ça? Ça faisait longtemps qu'on en parlait, hein, des Jeux Olympiques, du skate aux Jeux Olympiques. Je crois qu'on a commencé à en parler il y a même 10-15 ans. Hein. Ça fait longtemps que la Fédé, le truc comité, machin, voulait les inclure. Ouais. Tous les ans, ça ne passait pas. Après, c'était inévitable qu'à un moment ou à un autre, ça allait rentrer. Mais ça, c'est parce qu'ils ont besoin de se rajeunir. C'est clairement tous ces choix de sport qui rentrent cette année au JO. C'est vraiment dans une idée d'aider les JO, tout simplement, parce que les gens ne regardent plus. On s'en fout un peu, les 3/4 des gens. Donc, c'était pour rajeunir tout ça. Donc, il y a le skate, il y a le snow, il y a le surf. Mais voilà, alors moi, en soi, j'en ai absolument rien à foutre des Jeux Olympiques, mais déjà avant. Ouais. Ça n'a jamais eu un truc qui m'a vendu. Après, c'est très bien, les gens ont l'air de s'éclater, ils sont contents avec leur flamme, ils représentaient leur pays, tous trop bien, je suis ravie pour eux. Après, moi, évidemment, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, le skate, évidemment, il n'y a pas sa place, mais en gros, c'est pas moi qui prends les décisions et c'est comme ça. C'est comme si on mettait la danse classique au JO. Il y a un moment ou un autre où ça marche pas. Ouais. Maintenant, c'est une réalité. Le point positif, c'est que les villes ont des budgets maintenant pour faire des infrastructures, pour faire des skateparks, etc. Donc ça, c'est absolument génial. Ouais. On peut pas, c'est forcément le bon côté des choses. En revanche, demain, parce que là, c'est un test aussi. Je suis pas certaine qu'on va voir le skate aux Jeux Olympiques les 10 prochaines années. S'il y a pas, à mon avis, s'il n'y a pas un taux d'audience assez haut ou quoi que ce soit, ce sera éjecté comme tous les ans. Tous les ans, il y a des sports qui sont ajoutés ou éjectés. Donc c'est pas en soi une finalité, donc je m'en inquiète pas plus que ça. Je trouve que c'est positif dans le sens où il y a, comme je viens de te dire, il y a des skateparks, etc. En revanche, je pense qu'il y a eu beaucoup d'engouement autour au départ, avec plein même des jeunes qui voulaient le faire, etc. Et ça s'est tout naturellement défait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les kids, ils grandissaient. Après, ils se sont dit, ouais, en fait, c'est rigolo de se dire qu'on va au JO, mais finalement, les entraînements, les machins et tout, de pas partir en tour parce qu'il faut que j'aille à ce truc en Chine, etc. Moi, je l'ai vu par le biais de Maïté et d'autres personnes qui l'ont fait. Bon, ils ont vite déchanté, ils se sont vite dit, ouais, putain, au Japon, j'irai en voyage, mais finalement, les JO... ouais. Après, c'est des choix de carrière, comme on disait, il y a tous les deux côtés. Donc, comme tout, il y a le côté où tu veux faire une carrière avec certainement des gros sponsors, beaucoup d'argent, très vite et tout, et tu enlèves tout le côté créatif et fun du skate. Et ça, apparemment, il y a des gens pour. Il y a un marché pour ça. Etc. Il y a un marché pour ça. Moi, clairement, je pense pas que ça fasse du mal au skate, parce que je vois tout simplement que ça se fait tout simplement où les skateurs, ils passent pas des masses de temps, ils s'y intéressent pas forcément. Donc positif, c'est plus en plus de skateparks et plus en plus de lieux pour les jeunes pour aller skater, ça c'est très bien. Les villes qui sont plus ouvertes à l'idée d'avoir, comme fait Léo, du skate en ville, etc. Encore une fois, si ça se part des JO dans un an ou deux, ce qui est tout à fait possible, ça ne changera pas la relation au skate au jour le jour. Et en soi, je pense que c'est tellement petit et infime, en fin de compte, les skateurs qui s'intéressent aux JO et faire participer, que finalement, en soi, ça va pas faire du mal au reste de cette culture. Je pense qu'au contraire, ça va renforcer le côté corps, et le côté créatif, et le côté vrai
du skate. Oui. Au début, j'étais vachement en colère et maintenant, je suis là, non, en fait, ça se fait tout naturellement. C'est-à-dire que les gens se retirent du projet et posent sur d'autres choses. Et comme à chaque fois qu'il y a eu cette époque dans le skate où il y avait le truc super mainstream d'un côté, ça renforce le côté corps. Donc, tant que les gens ne veuillent pas arrêter de skater parce qu'il y a les JO, oui. c'est plutôt le point positif. Et je me rends compte que non, au contraire, et que ceux qui skatent s'en détachent et vont vers quelque chose qui est plus, qui rajoute plus une pierre à l'édifice du skate, parce que moi, c'est un peu mon souci avec tout ce qui est les contests, etc. C'est bien, les gens le font. Mais en revanche, t'imagines si demain, tout le monde fait que ça. Je pense que c'est ce que craint la communauté skate, core un peu. C'est cette standardisation du skate. Je pense sincèrement pas que ça va arriver parce que... Non, a priori non. C'est pas parti pour. De toute façon, les JO, c'était ringard avant. Tu peux même faire entrer le skate ou le surf ou quoi que ce soit dedans. Ça restera ringard après. C'est juste un outil. Ils essaient d'utiliser le skate en outil marketing pour redorer leur blason. Et super, c'est une bonne stratégie. Vous n'êtes pas les premières à l'avoir fait. Allez-y, faites votre truc. En revanche, je suis beaucoup plus confiante sur le fait que ça n'entrave en rien la culture, bien au contraire. Enfin, moi perso, je pense que je regarderai pas tous les Jeux Olympiques de skate en entier, mais ça m'intéressera quand même de voir un peu comment ça se passe, est-ce que ça ressemble à Street League, qui seront les skateurs pour la France. Je pense qu'il y aura Aurélien Giraud, il y aura Vincent Milou, il y aura d'autres gens. Enfin, je suis quand même curieux de savoir un petit peu comment ça va se passer. Moi, je suis curieux de voir les costumes. Mais bon, à mon avis, je vais être déçu parce que j'ai des trucs en tête un peu dingues et ils vont pas suivre la règle. Mais ouais, ça va être ça qui va me faire sûrement Je vais être obligé de regarder pour voir les costumes, au moins les premières minutes. C'est vrai que ça va être curieux, mais ça va être intéressant. Ouais. Au moins pour les 3 premières minutes, pour moi. Clairement. Ça. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un très grand merci à Romy d'avoir pris le temps de me raconter, le temps d'une longue conversation, plus d'une 20aine d'années de carrière dans l'univers du skate. N'hésitez pas à la suivre sur la page Instagram de son agence, @the_good_agency, avec IE à la fin, à la place du Y. Faites-vous plaisir en allant regarder quelques-unes des vidéos de ses amis et clients Jarné Verbruggen, Maïté Stenout, Léo Valls et Tim Débauché sur YouTube et Instagram. Merci à vous pour votre intérêt et à très bientôt pour un nouvel épisode de Beyond Boards.